VOA Afrique. Cette semaine, dans Washington Forum, le point sur le shutdown ici aux États-Unis. Voilà plus d'un mois que les administrations fédérales sont partiellement fermées. C'est le shutdown le plus long de l'histoire des États-Unis. Conséquence, 800 000 fonctionnaires sont au chômage forcé ou travaillent sans être payés. Le président Donald Trump réclame 5,7 milliards de dollars pour construire un mur contre l'immigration illégale le long de la frontière mexicaine. L'opposition démocrate, majoritaire à la Chambre des représentants, exige pour sa part la réouverture du gouvernement avant toute négociation sur la question. Combien de temps pourrait durer le bras de fer? Quel est l'impact sur les services publics et l'économie américaine? On en discute dans ce Washington Forum. Morgane Diriec en votre compagnie, merci de suivre cette édition. Le Sénat américain s'apprête à voter ce jeudi 2 propositions concurrentes, démocrates et républicaines, pour sortir le pays de ce shutdown. Une paralysie politique qui contraint Donald Trump à reporter sine die son discours présidentiel sur l'état de l'Union. Les derniers développements avec Raïssa Girondin. Je prononcerai le discours quand le shutdown sera fini, a écrit sur Twitter mercredi soir le président américain. Cependant, le conflit entre républicains et démocrates, qui prive de budget une partie des administrations fédérales, est toujours sans solution. Nous ne pouvons pas avoir un président qui, à chaque fois qu'il a une objection, dit « je vais fermer le gouvernement jusqu'à ce que vous acceptiez ma façon de penser ». Comprenez que cela fait partie du problème. Si nous tenons les employés en otage, ils le seront pour toujours. C'est un dialogue de sourds entre les deux camps. Au cœur de ce conflit qui dure depuis plus d'un mois, le mur que veut Donald Trump à la frontière avec le Mexique. Il réclame pour l'ériger plus de 5 milliards de dollars, mais les démocrates refusent de payer la facture pour un mur qu'ils jugent immoral. Ils ont rejeté la récente offre du président Trump d'étendre les protections des immigrants emmenés illégalement aux États-Unis alors qu'ils étaient enfants. Rejeter cette proposition signifie que les démocrates se donnent comme priorité le combat politique contre le président avant les employés fédéraux, avant les bénéficiaires du DACA, avant la sécurité des frontières et avant les financements stables et prévisibles du gouvernement. Le Sénat américain doit voter ce jeudi sur 2 textes concurrents pour tenter, chacun à leur manière, de sortir de l'impasse. La proposition républicaine assure un financement du gouvernement jusqu'en septembre et intègre une enveloppe pour le mur et un sursis de 3 ans pour 1 million d'immigrants arrivés jeunes illégalement aux États-Unis. Le texte démocrate ne contient pas de budget pour le mur. Il propose la réouverture des administrations jusqu'au 8 février avec la promesse de relancer le débat sur la sécurité aux frontières une fois le shutdown terminé. Voilà pour les dernières tentatives visant à l'adoption d'un texte pour mettre un terme au shutdown. Pour en discuter à mes côtés en studio, Herman Cohen, ancien secrétaire d'État américain aux affaires africaines, et Emilio Viano, professeur en sciences politiques à l'American University. Alors, le Sénat américain s'apprête à voter ce jeudi 2 propositions. Quelles sont les chances de voir ces tentatives aboutir? Je crois qu'il n'y a pas de possibilité parce que chaque texte n'est pas acceptable de l'un côté ou de l'autre côté. Donc il faut toujours continuer la discussion pour chercher un compromis. Les deux camps ont-ils fait suffisamment de concessions? Pas encore. Je crois surtout le camp du président Trump n'a pas encore fait une concession sur la question d'immigration pour aider les 700 000 jeunes qui sont arrivés comme bébés, qui sont toujours sans papier. Et les démocrates veulent qu'ils soient régularisés. Alors, Emilio Viano, pourquoi est-ce qu'aucun des deux camps ne veut céder? Je pense que de la côté de Trump et des républicains, c'est parce qu'on a déjà commencé la carrière à l'élection de l'année prochaine pour la présidence. Et le président veut confirmer à sa base, à ceux qui ont voté pour lui, qu'il va maintenir toutes ses promesses. Et une de ses promesses était les fameux murs, qui naturellement, il disait, Mexique va payer.
Mais enfin, tout le monde maintenant il connaît qu'il ne sera pas comme ça. Mais enfin, la campagne électorale a déjà commencé et c'est pour ça que Trump ne veut pas se démontrer comme faible, comme une personne qui n'est pas en contrôle. De la part des démocrates, je pense que c'est, on peut dire aussi, une considération pour la campagne présidentielle de l'année prochaine. Mais surtout, le fait que les démocrates maintenant ont le contrôle de la Chambre des députés et ils veulent maintenant s'opposer un peu plus au président parce que l'année dernière, avec les républicains en contrôle de la Chambre des députés et le Sénat, il n'y a pas eu aucune opposition au président. Il pense qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Alors, Herman Cohen, le président Trump, on l'a dit, exige le financement du mur avant la réouverture du gouvernement. Les démocrates demandent de rouvrir le gouvernement avant toute négociation. Qu'est-ce qui pourrait débloquer la situation? Les démocrates ont offert un compromis, c'est-à-dire ouvrir le gouvernement jusqu'à le 7 février, c'est-à-dire une petite période. Et pendant cette période, nous allons discuter et trouver un compromis. Mais pour le moment, le président Trump a refusé. Emilio Viano, les administrations sont fermées depuis plus de 30 jours. Combien de temps est-ce que cette situation pourrait perdurer? On parle maintenant de mars-avril, c'est étonnant, c'est incroyable. Je pense qu'on doit importer les gilets jaunes de la France parce qu'ici, c'est incroyable. Il n'y a pas de manifestations, il n'y a pas des émeutes, il n'y a pas de protestations très, très grandes, n'est-ce pas? On se demande qu'est-ce qu'ils pensent les employés du gouvernement, qu'ils font rien. Enfin, on parle de mars-avril, ça serait un désastre, non seulement pour les employés, naturellement, c'est incroyable qu'on parle de mars-avril, mais aussi pour l'économie américaine. Et ça pourrait être un effet négatif pour Trump, parce que Trump, il a toujours parlé de l'économie qui est florissante, le marché d'actions à Wall Street qui est naturellement très, très bien, mais ça pourrait changer et présenter un renversement d'opinion publique contre lui. Naturellement, c'est un jeu de poker, c'est-à-dire quelle partie de cette confrontation va gagner l'opinion populaire. Jusqu'à maintenant, les démocrates dans la Chambre des députés. On verra ce qu'il se passe dans le futur. Voilà, alors on va revenir sur tous ces aspects politiques un peu plus tard dans l'émission. Donc, Herman Cohen, le président Trump dit qu'il a aussi l'option de déclarer une urgence nationale à la frontière sud et de contourner ainsi les démocrates de la Chambre pour financer son mur. Comment est-ce qu'il s'y prendrait et quels sont les risques associés à une telle stratégie? Bien sûr, il peut déclarer une urgence nationale. Mais il sera attaqué devant la Cour suprême tout de suite parce qu'il ne peut pas prouver qu'il y a une urgence nationale. Il n'y a pas 100 000 hispanophones qui veulent traverser la frontière. Et en fait, le nombre de gens qui traversent dans l'autre sens, qui vont des États-Unis vers le Mexique, est plus grand que le nombre qui viennent vers les États-Unis. Donc, ce n'est pas une urgence. Et il sera attaqué tout de suite devant la Cour suprême. Alors, plus de 800 000 fonctionnaires sont privés de salaire. Certains sont au chômage forcé et d'autres considérés comme essentiels sont contraints de travailler sans être payés. Comment vivent-ils la situation? Leur réaction dans ce micro-trottoir. L'absence de paie nous nuit effectivement. Nous avons des traites à payer. Nous avons 3 filles et la garderie ne va pas nous faire crédit ou accepter une lettre d'explication malheureusement. Alors nous sommes un peu anxieux et nous espérons qu'ils vont finir par s'entendre pour nous permettre de retourner au travail. C'est tout ce que nous souhaitons. Pour tous les contribuables, y compris moi-même, il ne s'agit que d'un gaspillage. Rien ne va en sortir. C'est un gaspillage énorme de temps et d'argent pour tout le monde. Ils vont finir par me payer. Ils ont adopté des lois disant qu'ils vont le faire. C'est un fait accompli, donc il ne s'agit que d'un gaspillage colossal de l'argent de tout le monde. C'est simplement ridicule. Nous essayons de payer nos factures et nos créanciers, mais nous devons les appeler pour leur faire savoir que le gouvernement a fermé ses portes, que l'un de nous ne travaille pas.
et qu'il se pourrait qu'on ne puisse pas payer nos dettes. Ils disent qu'ils vont travailler avec nous pour mettre en place un plan de paiement, mais on doit aussi aller à l'école de ma fille pour les informer que nous ne pourrons pas payer les frais de scolarité à cause du shutdown. À un moment donné, c'était « Oh, d'accord, on est passé par là, ça va passer ». Mais ce shutdown est complètement différent quand quelqu'un vous dit « Je vais laisser cela se poursuivre pendant des mois, voire des années ». Alors Herman Cohen, des centaines de milliers de travailleurs fédéraux vont bientôt se retrouver sans salaire pour une deuxième fois depuis le début du shutdown. Pourraient-ils arrêter de venir au travail ? S'ils sont appelés à venir au travail, ils sont obligés parce qu'il y a la loi, si vous faites la grève, vous êtes renvoyé tout de suite. Donc ils n'osent pas rester chez eux. Mais beaucoup de ces gens-là sont au bas de l'échelle au point de vue salaire. Donc, ils ont besoin de gagner de l'argent. Il y en a qui cherchent l'indemnité pour le chômage déjà. Et ils cherchent la charité. Donc, c'est une situation qui est devenue tout à fait ridicule. Mais même au-delà de ça, par exemple, on a besoin de pouvoir remplir l'essence dans la voiture pour venir au travail ou s'acheter son lunch. C'est ça. Donc, ça devient impossible. Et je crains surtout pour les aéroports. Il y a des gens qui sont de la sécurité, qui cherchent les gens pour voir s'ils ont des revolvers, etc. Eux ne reçoivent pas leur salaire. Donc, c'est une atteinte à la sécurité des aéroports. Alors, on va rentrer un peu plus profondément dans cette question dans un moment. Emilio Viano, certains ont déposé des plaintes en s'appuyant sur l'article 13 de la Constitution qui bannit la servitude involontaire et l'esclavage. Quelles sont les chances d'aboutissement de ces actions judiciaires ? Jusqu'à maintenant, zéro, parce qu'un juge fédéral n'a pas accepté cette application de l'article 13. Si on continue ça, comme on dit, c'est incroyable, jusqu'à mars-avril, je pense que peut-être il y aura plus de la chance de démontrer que c'est une situation intenable pour les employés, parce que d'un côté, on les oblige à aller à travailler. Nous avons maintenant un shutdown, mais ce n'est pas un shutdown, parce que peu à peu, le gouvernement rappelle les employés qui sont chez soi à rentrer, à faire son boulot, mais sans salaire. C'est-à-dire que c'est une situation aussi très difficile et pour eux, parce qu'ils doivent rentrer, mais ils ne gagnent rien, ils n'ont pas même de l'argent pour l'essence. Mais alors, quels sont leurs moyens d'action ? Je pense que maintenant, il y a la charité des églises, des organisations de bénévoles, mais c'est vraiment très, très difficile pour eux de l'accepter même parce que c'est à se mettre au niveau de sans-toit, de ceux qui sont en chômage perpétuel. C'est une situation très difficile psychologiquement pour eux. Et maintenant aussi dans d'autres services, par exemple l'inspection de nourriture, de biens alimentaires, le contrôle de la frontière. Même il y a 40 millions d'Américains qui reçoivent des bons d'alimentation et le fonds pour ça va à s'épuiser dans quelques jours. Alors, ce n'est pas seulement les employés maintenant du gouvernement qui n'ont pas de l'argent pour manger, mais plus de 40 millions de pauvres ici dans le pays qui n'auront pas plus de bonne alimentation. Et si on pense, il y a une répercussion sur les supermarchés, sur les restaurants, sur les vacances, sur le transport. C'est-à-dire que c'est une répercussion sur toute l'économie, particulièrement dans les villes comme Washington et sa région qui dépendent beaucoup des employés fédéraux pour l'économie locale. Bien sûr. Alors, Herman Cohen, à chaque shutdown, les fonctionnaires américains se retrouvent dans cette situation. Finalement, serait-il possible de mettre en place un système qui permettrait de mieux les protéger ? Oui, je crois qu'on peut faire des projets de loi qui peuvent dire, même si les agents sont shut down, les salaires peuvent continuer, je crois. On peut faire plusieurs lois comme ça. Et après cette expérience, qui est le pire de l'histoire, je crois qu'ils vont arriver à faire quelque chose. OK.
Allez, on marque une courte pause. Washington Forum revient tout de suite. De retour avec vous, Morgane Guiriec. Gros plan sur le shutdown ici aux États-Unis. Pour en parler, Herman Cohen, ancien secrétaire d'État américain aux affaires africaines, et Emilio Viano, professeur de sciences politiques à American University. Alors, Herman Cohen, de nombreuses administrations fonctionnent sans moyens financiers avec un personnel réduit. Vous l'avez déjà évoqué. Hein. Quel est l'impact sur les services publics en général, puisqu'ils fonctionnent finalement au ralenti? Oui, les fonctionnaires sont là pour donner des services au public. Et ça va être diminué. Un très bon exemple sont les services d'impôts. Après le 1er janvier, il y a beaucoup d'Américains, des millions d'Américains qui cherchent à être remboursés parce qu'ils ont trop payé des impôts l'année avant. Et il n'y a pas de fonctionnaires pour voir le papier et pour donner les remboursements. Et les petits gens, c'est-à-dire les gens avec salaire qui sont à bas de l'échelle, ils en souffrent parce qu'ils attendaient ces remboursements pour payer les frais de l'école pour les enfants, pour acheter des médicaments, etc. Ouais, je dois dire que moi aussi, j'attendais le tax return. Vous me donnez une très mauvaise nouvelle, là. Emilio Viano, vous avez mentionné aussi les juges. C'est un problème. Oui, c'est ça. L'administration de la justice, la sécurité, la police, l'FBI, les inspections des passagers pour monter sur les avions. On a déjà parlé d'un passager qui a porté une pistole des États-Unis au Japon. Et l'FBI et d'autres dans la justice criminelle déjà disent qu'ils ne peuvent pas continuer les investigations, payer les informants, ceux qui donnent des informations, faire des analyses de l'ADN. C'est-à-dire qu'il y a des répercussions incroyables. Même la NASA, pour l'exploration spatiale, a des problèmes et des autres situations aussi, comme dans les laboratoires de la médecine, quand on doit, par exemple, suivre des malades et prendre du sang chaque semaine, chaque 2 jours, maintenant elles doivent cesser et tout est perdu. Il y a bien de conséquences et de changements dans comment le pays fonctionne. Et les répercussions seront, je pense, notable durant un temps très, très grand. Et pour le FBI, sur ce que vous mentionnez, pour les informateurs, ils sont très embêtés parce que ce sont des informateurs, des fois, qui font partie de la lutte contre le terrorisme. Est-ce que vous pensez que la sécurité du pays est menacée? S'il y a une période où les terroristes pourraient frapper les États-Unis, c'est le moment le meilleur. S'il ne se passe pas, c'est une contradiction à ce que disent Trump en justifiant son mur, parce qu'il dit qu'il y a des douzaines, des centaines de terroristes qui arrivent avec les immigrants de l'Amérique centrale, du Mexique. Mais s'il y a vraiment tout ce monde, ils ne font rien dans ce moment, qu'il y a beaucoup de problèmes sur la sécurité. Et je pense que c'est une critique à ce qu'il dit toujours, qu'on doit construire ce mur pour empêcher l'entrée de tous les criminels, de tout type de criminels du Mexique et de l'Amérique centrale. Maintenant, c'est le moment. J'espère qu'il ne se passe pas rien, naturellement, mais c'est le moment parce qu'il y a beaucoup de possibilités de n'être pas aperçus, parce qu'il y a naturellement aussi l'attitude psychologique de la police, parce que bien d'eux ne sont pas payés. Et peut-être ils disent pas que je devrais faire ça et même passer tant de temps et de sacrifices quand il semble qu'ils ne m'apprécient pas. Alors, voyons maintenant ce qu'en pensent nos Facebookers. On a Pasteur Fouamba de Chikapa en RDC
Et c'est le mal de tous les dirigeants lorsqu'ils font des promesses sans considérer les autres. Martins Maboumne de Kisangani, également en RDC. Je pense que Trump devrait chercher une autre façon de faire au lieu du shutdown qui ne désavantage pas seulement les démocrates mais toute la nation. Il faut toujours dialoguer, dit-il. Et puis enfin, Alphonse Mbouaki de Kinshasa en RDC. Et cette crise peut être préjudiciable pour les démocrates parce qu'il bloque le programme de Donald Trump alors qu'il doit accomplir ses promesses électorales. Par ailleurs, l'économie sera affectée sans financement. Alors, on va parler donc de l'aspect économique. SP Global estime que le coût du shutdown dépasse les 5,7 milliards de dollars demandés par Donald Trump pour construire le mur. Herman Cohen, est-ce que ça pourrait faire réfléchir Donald Trump qui justement se targue d'offrir un bilan économique positif au pays? Bien sûr, je crois que si ça continue, bientôt nous allons voir la bourse qui va chuter aussi. Mais il faut trouver une solution et moi je vais vous donner la solution. Les démocrates vont offrir 2 milliards au lieu de 5 milliards et ils vont dire faites ce que vous voulez. Si vous voulez construire des barrières, d'accord, mais en retour, il faut légaliser ces 700 000 jeunes. Et c'est fini, on va continuer et les Américains vont décider l'année prochaine dans l'élection qui a raison. C'est facile parce que on pense que les démocrates veulent la régularisation des immigrés illégaux qui sont arrivés ici comme enfants, n'est-ce pas? Les fameux DACA ou Dreamers. Et le président dit que si on lui donne l'argent pour le mur, on va les protéger pour 3 ans dans le futur. Les démocrates veulent une solution définitive. On a déjà eu des critiques de la partie des conservateurs dans le pays qu'on a voté pour Trump et on a obtenu Jeb, c'est-à-dire le frère du président Bush, qui était très disposé à donner une solution définitive pour le Dream s'il était élu président. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les démocrates et ceux de gauche, si vous voulez, qui critiquent et qui ne veulent pas accepter les propositions du président, ce sont ceux de la droite et quelquefois seulement 2 ou 3 personnes. Et on sait que le Sénat avait déjà approuvé une loi pour continuer le gouvernement sans le mur et sans les DACA, les Dreamers, mais seulement purement le gouvernement. La Chambre des députés, avec les démocrates, l'a approuvé aussi, mais les conservateurs ont critiqué le président, qu'il avait dit qu'il signerait cette loi, et il s'est retiré. Et il a commencé cette bataille. C'est-à-dire que ce sont les conservateurs en réalité, les très très conservateurs, très de droite, qui ont causé cette shutdown en réalité, parce que c'est Trump qui s'est retiré du dialogue, qui s'est retiré, il a fait une girouette, si vous voulez, dans ce sens. Alors, les observateurs de la vie politique américaine sont nombreux à dénoncer le fait que les responsables de cette situation ne la traitent pas comme une urgence. Qu'en dites-vous? Oui, ils ont raison. C'est une question urgente parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté, et pas seulement les fonctionnaires, mais les gens qui vendent les choses aux fonctionnaires. Mais est-ce qu'il y a un manque de volonté politique? Oui, je crois en général, mais ce que je sais, la plupart des gens qui téléphonent à leurs députés, à leurs sénateurs, demandent qu'on termine avec cette shutdown. Donc même les républicains conservateurs seront obligés de faire quelque chose pour terminer le shutdown, à mon avis. Mais finalement, est-ce que le shutdown, c'est pas aussi un instrument institutionnel pour les dirigeants? C'est-à-dire, on prend les fonctionnaires en otage pour négocier? Mais ça n'a jamais marché. Sous Clinton, il y a le président de l'Assemblée américaine, M. Gingrich, il a essayé ça. Il a beaucoup souffert. Sa carrière politique était terminée à cause de ça. Donc, c'est pas bien pour un politicien d'être pour un shutdown. Une petite chose, je pense que ça souligne aussi, et je pense que c'est très important, la faiblesse du mouvement ouvrier aux États-Unis.
Les syndicats sont très faibles ici. Il y a seulement, je pense, 100 000 employés fédéraux qui sont part d'un syndicat. Et vous voyez ici, ce qui se passe ici ne serait pas possible en France, ne serait pas possible en Italie et bien d'autres pays. Ici, les syndicats sont très faibles. On ne parle pas de syndicats. Et là, ils seront à la table pour négocier. Il y aurait des démonstrations, même des émeutes. Ici, il n'y a rien. C'est très, très tranquille. Il semble impossible qu'il n'y a pas la volonté d'une rébellion contre une injustice. Et comme vous disiez, il semble que les congressistes, le président, ne se préoccupent pas très beaucoup pour les ouvriers, pour les employés qui n'ont pas d'argent pour manger, pour se déplacer, etc. Mais il y a toujours un prix à payer politiquement et je crois que Trump ne sera pas réélu s'il se présente l'année prochaine. Et je crois que même il va démissionner. Oui. Alors justement, c'était ma prochaine question. Qui a le plus à perdre, les républicains ou les démocrates, Emilio Viano? Jusqu'à maintenant, l'opinion publique semble être à côté des démocrates. Mais on ne sait jamais. Elle peut changer très rapidement. Mais je crois que c'est le problème de Trump parce que, comme j'ai déjà dit, c'est lui qui a fait la girouette alors qu'il y avait un accord avec les démocrates et avec les républicains du Sénat. Et quel pourrait être l'impact politique et électoral surtout? Je crois que s'il se présente pour un deuxième mandat l'année prochaine, il y a très peu de chances qu'il gagne. Vous aussi? L'année prochaine, Trump veut gagner naturellement. Il fera de tout pour gagner. On verra. Il dépend beaucoup de l'économie et ça pourrait être la conséquence négative de ce jeu qu'il a fait. Mais d'un autre côté, en défendant son mur, Trump satisfait sa base. Est-ce que ce n'est pas ça la stratégie? Le problème pour Trump, c'est que sa base représente 35% des gens qui votent, pas plus. Et tous les autres gens qui ont voté pour lui parce qu'ils sont républicains, parce qu'ils sont conservateurs, ils abandonnent Trump tout de suite. Vous pensez pareil? Oui, ça dépend des répercussions. On sait déjà qu'il y a des répercussions sur l'agriculture pour raison des impôts qu'il a imposés, n'est-ce pas? Pour les tarifs, les impôts qu'il impose sur les autos, les importations du Mexique, de la Chine. C'est-à-dire qu'il parle toujours qu'on gagne beaucoup d'argent avec ces impôts que j'ai superimposés. Mais les gens devraient un jour se rendre compte que nous sommes ceux qui payent cet tarif, cet impôt sur les importations du Mexique, de la Chine, d'autres pays. Il n'est pas un revenu, il n'est pas une entrée d'argent nouvelle dans le pays. Nous payons ça. Et c'est une perte pour nous, c'est une perte pour nos agriculteurs. Par exemple, cette guerre économique avec la Chine a causé la Chine d'importer plus de nourriture, d'alimentation du Brésil, particulièrement la soya, que des États-Unis. Il y a des agriculteurs ici qui ils ont perdu beaucoup d'argent et n'ont pas l'argent maintenant pour commencer la nouvelle saison d'agriculture maintenant, dans le printemps. Ils n'ont pas l'argent pour le faire, particulièrement pour cette shutdown du gouvernement, mais aussi pour cette guerre économique avec la Chine. Ainsi que la combinaison de tous ces facteurs pourrait créer ne pas seulement une baisse de la croissance de l'économie, mais une crise économique très, très sévère, comme on dit aussi une récession, qui serait naturellement, je pense, le final de Trump, parce qu'il a parlé toujours de ses habiletés comme un homme de négoce. Alors, ce seront les mots de la fin. Merci Emilio Viano, merci beaucoup Herman Cohen d'avoir participé à cette émission et merci à tous ceux qui ont suivi, à l'équipe qui a travaillé dessus. Au revoir. La santé, un bien précieux que rien ne peut remplacer. VOA Afrique vous propose un rendez-vous hebdomadaire consacré à cet aspect important de votre vie.
Votre santé, votre avenir est un programme interactif qui vous offre des conseils pratiques pour votre bien-être. Nous vous donnons l'occasion de poser des questions sur l'actualité santé et d'avoir les réponses de nos experts. Votre santé, votre avenir, un rendez-vous à ne pas manquer sur les chaînes partenaires de La Voix de l'Amérique.